Nous avons le plaisir de recevoir Yannick Plante, fondateur et directeur général du réseau Alizé RH, entreprise créée en 2001. Bonjour Yannick. Bonjour. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors donc j'ai 60 ans, c'est un bel âge. J'ai créé une entreprise il y a maintenant 21 ans. Pour moi, c'était quelque chose d'important de pouvoir monter une affaire et me lancer d'abord comme indépendant et puis ensuite comme chef d'entreprise. Voilà, je commence par ça parce que c'est pour moi quelque chose d'important dans ma vie, même s'il s'est passé beaucoup de choses avant cette expérience. Sinon, en termes de présentation, voilà, je suis marié, j'ai des enfants, je vis en Martinique depuis 23 ans et je suis bien dans ce territoire et je suis bien dans ma vie personnelle et professionnelle. Super. Et tu te destinais déjà à cette carrière quand tu as débuté tes études en psychologie du travail ? Ah, ça c'est une bonne question. Les études de psycho, je crois que pour beaucoup de jeunes qui sont dans ce type d'études, on est là souvent parce que on ne sait pas ce qu'on veut faire. En général, on va soit vers le droit, soit vers la psycho quand on a des incertitudes. Et donc je me suis retrouvé dans ce parcours. Et heureusement qu'en 5e année, donc au moment d'obtenir mon master, il y a un des profs qui a, je sais pas pourquoi, parlé de l'entreprise. Parce que jusqu'à présent, pendant 5 années d'études, à l'époque en tout cas, on parlait pas de l'entreprise dans ces études de psychologie. Donc voilà, a priori, j'étais destiné à soit rentrer dans un centre d'évaluation ou de faire de la formation ou travailler à l'université. Et donc, ça m'a ouvert une perspective à ce moment-là de me dire, mais ce que je sais faire, ce que je pourrais faire, peut-être que je pourrais l'exercer dans le monde de l'entreprise, avec des adultes, avec des gens normaux, c'est ce que je croyais à l'époque. Et donc, je me suis dit, voilà, ça peut être intéressant. Et donc, j'ai poursuivi, après mon master, enfin à l'époque on appelait ça DESS, j'ai poursuivi mes études dans le domaine des ressources humaines. Donc, ça a été, là je dois le dire, une découverte, une révélation. Je crois que le terme est le plus approprié. Puisque je me suis retrouvé face à des enseignants qui en fait étaient des professionnels, qui étaient des praticiens en entreprise, certains sur le recrutement, sur la paye, sur les relations sociales. Et il s'est passé à ce moment-là, pendant ces 6 à 8 mois de formation théorique, une espèce de chose bizarre, c'est qu'à chaque fois que les intervenants s'exprimaient, diffusaient, délivraient leur message, ça me prenait aux tripes en disant mais c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que je suis. Et donc voilà, je dis ça parce que il y a comme une espèce de vocation qui s'exprimait à ce moment-là, et souvent on entend parler de la vocation comme quelque chose d'un petit peu lointain et abstrait, mais bon voilà, moi je l'ai vécu et je me suis dit voilà, ça c'est moi, ça c'est pour moi, et d'ailleurs ça m'a pas quitté aujourd'hui quand je fais des animations de formation ou que je parle de mon métier. J'en parle toujours avec une certaine passion. Je pense que c'est un bon indicateur. Mais tu as fait un pont finalement entre tes études de psychologie du travail et l'ESSEC. Finalement, tu parles aussi en psycho du travail, tu as appris l'humain, tu as appris la qualité de vie au travail, tu as appris un certain nombre de choses qui t'accompagnent aussi dans oui, bien sûr, mais ça, je ne le savais pas. C'est-à-dire que ça s'est exprimé ensuite, dans le sens où je me suis dit, finalement, ça me parle, je comprends, sans doute parce que j'avais acquis un certain bagage préalable, mais ce que je veux dire, c'est que, comme souvent dans ce type d'études qui sont assez théorique et assez abstraite, on ne sait pas très bien à quoi ça peut servir. Et du coup, on sort avec un bagage parce que un niveau d'études comme celui-là, ça donne un bagage, mais en fait, on ne sait pas comment on va pouvoir l'utiliser. Et là, du coup, il y avait comme une espèce d'évidence de débouché. Alors effectivement, a posteriori, je me dis, finalement, si j'avais pas fait ces études, peut-être que j'aurais pas eu le même parcours, mais bon, voilà, peu importe. Ce qui compte, c'est que ça m'a permis de le valoriser d'une certaine façon. Donc tu as été, comme tu disais, effectivement DRH pendant plusieurs années, en fait, au sein de différents groupes d'envergure, comme Thomson, Pilot, en fait, on va pas les citer toutes, mais pour ensuite fonder ton cabinet. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à quitter finalement des postes dans lesquels tu étais quand même assez confortable
pour aller dans cette aventure? Je pense qu'il y a deux choses qui peuvent être considérées comme concomitantes, on va dire. La première chose, c'est que d'abord, il y a des événements qui se passent à un moment donné dans la vie. On maîtrise pas tout. Et donc, là, en l'occurrence, l'événement, c'était d'arriver au bout d'un cycle professionnel dans une entreprise. Et dans cette entreprise, de dire, bon, voilà, là, ça va s'arrêter. Et donc, qu'est-ce que va être le coup d'après, entre guillemets? Et ça se produit à 40 ans. Donc c'est sûr que si ça s'était produit à 30 ans, il n'y aurait pas eu le même résultat. Bon, à 40 ans, après 15 ans de pratique professionnelle dans des postes de DRH successifs, on se dit, bon, bah, finalement, est-ce que ça vaut le coup de continuer encore et d'en faire un 8e, 9e, 10e parcours supplémentaire? Donc il y a cet effet-là, on va dire conjoncturel d'un événement qui s'est produit en disant, bah, ça s'arrête, qu'est-ce que je fais après? Et puis la deuxième petite musique qui se met en route à ce moment-là, c'est voilà, apparaît à la surface quelque chose qui était déjà latent. Et je donnerai juste une petite anecdote, c'est que quand j'avais suivi une formation, c'était un séminaire de développement personnel. À l'époque, dans les années 90, c'était très à la mode ce type de formation pour les cadres supérieurs aux cadres dirigeants. Et j'étais dans ce séminaire. Puis au bout de 3 jours, il y a une espèce de table ronde. Et puis on est amené à échanger entre participants qui étaient la plupart des chefs d'entreprise. Et il y en a un qui me dit, un des dirigeants qui était présent, qui me dit t'es quoi toi? T'es DRH, c'est ça? Je dis bah oui, c'est ma fonction. Il me dit non, mais t'es pas DRH toi t'es chef d'entreprise. Et en fait, quand il me disait ça, il me renvoyait une image qu'il avait perçue de moi pendant ces quelques jours passés ensemble. Et cette image, en fait, pour lui, elle était évidente. Et donc, cet événement-là, bon, bien sûr, je l'avais absorbé et oublié, mais à un moment donné, ça revient en se disant, mais finalement, peut-être qu'il y a des choses pour lesquelles je suis faite. Et à ce moment-là, conjoncturellement, ça revient à la surface et bon, on se dit, bah, est-ce que c'est pas le bon moment d'y aller? Alors, je pense que c'est jamais le bon moment, hein, parce que ça crée quelques nuits blanches, mais je me suis dit, bon voilà, c'est le moment de me lancer, sachant aussi que après 15 ans de pratique professionnelle, je pensais avoir un certain bagage professionnel qui me permettait aussi d'avoir quelque chose à donner, à délivrer, on va dire. Donner, c'est peut-être un terme qui est pas le juste, parce que ça se vend quand même. Mais c'était le moment. Donc, je me suis dit, allez, banco, on y va. Bah, tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé alors? Parce que c'est un parcours quand même assez extraordinaire, avec maintenant des franchisés, etc. Donc, alors voilà, donc ça commence par comme souvent, hein, en tant que jeune entrepreneur à 40 ans, on est dans un petit bureau, donc je me trouve dans mon petit bureau de location, et puis je me dis, mais bon, voilà, je suis assis avec un téléphone. Et je me dis, mais comment on fait pour que le téléphone il sonne? C'est ça qui est intéressant, de se dire comment on procède. Et là, on découvre qu'on apprend en fait le métier d'entrepreneur. C'est comment je trouve des clients, qu'est-ce que j'ai à vendre, comment je suis capable d'en parler et que ça réponde à un besoin. À quel prix? Tout ça, on n'en sait rien. Quand on est cadre en entreprise, on n'apprend pas ça, parce que c'est très confortable. Je le dis vraiment en toute sincérité, c'est confortable d'être cadre en entreprise. On est passager d'un mode de transport et on se laisse conduire en fait, hein, par des dirigeants. Alors on contribue bien sûr, mais on est quand même plus pris dans le mouvement. Là, on se retrouve en prise directe avec son activité. Et donc voilà, je commence dans ce petit bureau et puis rapidement, heureusement d'ailleurs, des clients m'appellent, je commence à réaliser quelques missions et puis ces clients m'appellent sur d'autres territoires parce qu'ils ont des affaires sur la Guadeloupe, sur la Guyane et de loin en loin, en fait, je suis mes clients. Et ça c'est intéressant, c'est de se dire qu'en fait moi j'avais pas au départ d'idée en me disant je ne sais pas ce que ça va donner. Il y avait une chose qui était sûre, c'est que je ne voulais pas faire un seul métier, je voulais pas être que recruteur ou que formateur. Je pensais que j'allais m'ennuyer et donc je me suis dit tout de suite, il faut que j'élargisse le panel. Donc voilà, ça a commencé comme ça et puis en fait mois après mois, le périmètre s'est élargi, sachant que en fait ce périmètre-là, on ne le
connais pas au départ. Moi, je savais pas jusqu'où je pouvais aller. J'avais pas d'ambition pour dire il faut que je devienne ci ou que je devienne ça. La première ambition quand on démarre, c'est de payer son loyer. C'est de se nourrir et nourrir sa famille. C'était ça mon ambition au départ. C'était de vivre de mon métier, de créer mon emploi. Bon, après, rapidement, on recrute du personnel, on prend des bureaux, jusqu'à un moment d'ailleurs où ça effraie. Ça effraie parce que la machine, elle grossit tellement vite et elle devient tellement importante que ça vous dépasse. Et on se dit à ce moment-là, enfin je me suis dit à ce moment-là, mais est-ce que je vais pouvoir assurer ? Donc il y a vraiment une angoisse, et ça j'en parle en toute sincérité. L'angoisse du créateur ou du développeur d'affaires, c'est pas juste une idée, c'est vraiment quelque chose de très très fort et qui fait que certaines personnes abandonnent parce que c'est trop difficile à supporter. Cette incertitude-là est difficile, elle est très pesante. Il y a quelque chose qui a déclenché ça ou Déclencher ce moment d'incertitude, ces questionnements? Il y a déjà l'aspect financier, faut être clair. Quand chaque début de mois, on sait ce que on va devoir dépenser pour faire fonctionner la structure en salaire, en bureau, en moyens logistiques. En fait, on se dit, il y a 20 jours, 25 jours dans le mois où je vais avec mes équipes travailler déjà pour payer la structure. Et peut-être qu'à la fin, je pourrais gagner ma vie. Et ça, c'est quand même difficile à vivre, sachant que je ne sais pas ce que je vais faire le mois prochain. Dans un métier de conseil, c'est de la prestation immatérielle, donc on ne sait pas quelles sont les commandes qu'on va voir le mois prochain. Et ça, cette incertitude-là, elle est difficile à vivre. Donc moi, j'ai trouvé une parade. Et la parade, c'était de dire, il faut que je repousse le plus loin possible la frontière entre mon activité et l'extérieur. Et plus cette frontière sera loin, et plus j'aurai le temps de voir venir les problèmes. Quand on est indépendant, tout seul, la frontière, elle est très proche. Donc on prend tout de suite les coups. Donc là, je me suis dit, il faut que je me mette des limes, des barrières, des frontières plus lointaines. Et pour ça, c'est mettre des agences avec des responsables d'agence, des consultants qui vont être au loin, qui vont assurer l'activité au loin. Et si ça commence à tourner mal, je le verrai et j'aurai le temps de me retourner. Et pour éviter que ce soit moi qui sois en prise directe trop longtemps, parce que c'est très usant, en fait. Et c'est comme ça que mon modèle, en fait, s'est développé. J'ai pas eu une révélation en me disant ce modèle-là va être mis en place. C'est par essai et erreur, je me suis rendu compte qu'en mettant en place un réseau de partenaires, je déportais le risque sur d'autres. C'est un petit peu cynique comme approche, mais non, c'est pas cynique. En tout cas, tu te préservais aussi, voilà, et ça te permettait aussi de faire ce que tu aimes faire, parce que tu interviens toujours personnellement dans du coaching, dans du recrutement, dans des audits. Donc, t'as pas lâché ton cœur de métier finalement. Oui, alors ça c'est très important. Effectivement, c'est à la fois parce que d'abord parce que j'aime ça, et en même temps, quand on a sous sa responsabilité des consultants, des managers, des responsables d'agence, il faut être capable de leur dire aussi jusqu'où on peut aller. Et de leur dire que c'est possible, parce que souvent on dit oh, mais ça c'est pas possible, c'est compliqué. Oui, mais bon, moi je le fais, donc vous pouvez le faire aussi. Donc il y a aussi cette notion de garder aussi l'expertise pour être crédible, d'abord vis-à-vis de ses propres clients et aussi par rapport à ses propres équipes. Et puis c'est vrai que manager une entreprise c'est bien, mais comme je le disais pour commencer, la passion elle est toujours là. Donc transmettre, conseiller dans le domaine des ressources humaines, voilà, c'est mon lot quotidien et c'est ça ce qui me fait avancer chaque jour. Et justement, parce qu'en fait on l'a un peu survolé, est-ce que tu pourrais nous dire en fait ce que tu proposes comme prestation au niveau de la DRH? Alors c'est vrai que c'est un peu particulier parce que souvent dans les cabinets de conseil en ressources humaines qui existent en France ou en Europe, ce sont souvent des cabinets qui sont spécialisés dans un domaine particulier, le recrutement, la formation, le conseil. Et comme je disais tout à l'heure, pour commencer, moi j'ai jamais voulu me spécialiser à outrance, peut-être par peur de m'ennuyer. Bon. Et du coup, je me suis dit, mon expertise de DRH, elle est déjà très diversifiée, et donc je veux la conserver et la proposer. Alors,
c'est pour ça que j'ai tenu à ce que ce cabinet et ce réseau de cabinets proposent toute la palette des prestations. Alors ça a une contrainte, ça veut dire qu'il faut bien sûr dans chacun des domaines garder l'expertise et être si possible à peu près aussi bon que ce que font les spécialistes qui ne font que ce métier. Et donc ça, il y a une réponse à ça. La réponse, c'est de s'adjoindre les services de consultants qui sont eux-mêmes experts dans leur domaine. Et ça, de le faire sur tous les territoires. Donc, c'est vrai que du coup, l'équation, elle est un petit peu compliquée. C'est qu'il faut avoir, dans chacun des territoires, plusieurs experts sur chacun des domaines. Et en fait, je me suis rendu compte que mon métier, à ce moment-là, c'était d'identifier ces ressources, de les qualifier, de les valider et de les mettre à disposition des clients et des missions pour avoir un niveau d'expertise qui soit celui qui est attendu par les clients. Et ça, c'est un vrai travail. Et quand on dit, par exemple, avez-vous un coach en Guadeloupe pour accompagner un dirigeant, une dirigeante, si on peut dire oui, c'est pas comme ça magique, c'est un travail de plusieurs semaines ou plusieurs mois en amont d'identification, de qualification et de fidélisation. Donc du coup la palette elle est très large, le recrutement, la formation, le conseil RH, l'accompagnement de la personne, ça fait beaucoup de sujets, mais je trouve que c'est ça qui est intéressant parce que d'ailleurs souvent les demandes des dirigeants ou des RH ou chefs d'entreprise sont des demandes qui sont un peu polymorphes, on va dire, avec plusieurs facettes, et il n'y a pas une seule réponse. Et quand un dirigeant, par exemple, je prends cet exemple parce qu'il est assez évocateur, quand un dirigeant nous demande une formation pour ses commerciaux parce qu'il considère que les commerciaux sont pas assez efficaces en vente, etc., quand on creuse un peu derrière la demande, on se rend compte que le vrai besoin, c'est pas celui-là. Le besoin, c'est pas que les commerciaux soient formés, c'est comment le manager, le dirigeant, manage ses commerciaux, comment il les recrute, comment il les motive, comment il les sanctionne, comment il les reconnaît. Il les valorise. Et du coup, on ressort avec une demande qui est une demande de formation pour les commerciaux, alors que le besoin, c'est un besoin de coaching du dirigeant. Et quand on arrive à faire ça, là, c'est magique parce qu'en fait, on apporte vraiment un service à son client parce qu'au-delà de sa demande liminaire, en fait, il y a un vrai besoin qu'on va aller creuser et pour lequel, d'ailleurs, le client, à ce moment-là, nous en est reconnaissant parce qu'il dit, finalement, vous n'avez pas fait qu'une prise de commande, vous avez été un peu plus loin. Alors bon, ça marche pas tout le temps, mais quand ça se passe comme ça, on se dit qu'on a bien fait son métier. Est-ce que tu te vois un peu comme un précurseur ? Non, un précurseur, non. Il y en a plein qui font ça. Maintenant, c'est le concept. C'est vrai que je me suis posé la question, mais existe-t-il des réseaux de cabinets de conseil, ressources humaines généralistes sur l'ensemble des pays francophones? La réponse est non. Alors, donc, en tout cas, ça a permis de développer quelque chose qui était novateur. Voilà, donc un peu précurseur. Si tu veux. Donc, et justement, dans ton parcours, quelles ont été les étapes importantes ? Alors, dans le parcours, avant Avant, quel enfant tu étais, à quoi tu rêvais. On va revenir à Yannick Petit, qui découvre la vie, qui découvre... Alors, j'aime pas trop parler de mon enfance, mais on va dire quand même que je pense que j'étais un enfant assez éveillé, un peu turbulent, hyperactif sans doute, et donc qui avait besoin d'être alimenté par beaucoup de stimulation, on va dire. Et du grand air et de l'espace, et donc je pense que j'ai gardé cette tendance naturelle forcément, et donc j'ai besoin d'être alimenté. Alors le revers de la médaille, c'est que je me lasse rapidement, et donc voilà, et j'ai besoin de m'entourer, que ce soit dans le monde professionnel ou le monde personnel d'ailleurs, de personnes qui sont sans doute plus stables et plus éleveurs que moi qui suis plutôt un développeur ou un chasseur. Bref, si on veut prendre des images. Et donc je le sais, donc je me connais, et pour le coup je gère cela en me disant voilà, je vais pas me transformer, je vais pas me changer, je peux m'amender un petit peu, mais par contre je peux faire quelque chose pour que ça s'équilibre. Voilà. Et donc
je pense que j'ai gardé cette tendance naturelle et c'est très bien. Et puis bon, ça on le découvre après, hein, forcément. On fait pas son auto-analyse quand on a 5 ans, mais petit à petit on finit par connaître un petit peu ces tendances et puis de pallier un certain nombre de choses et surtout de s'appuyer dessus. C'est vrai que développer, par exemple, si je prends cet exemple de changer régulièrement d'entreprise en tant que DRH, bon, souvent j'avais envie d'aller plus loin, de dire bon ok ça c'est bien, mais et puis quoi d'autre? Alors c'est un métier où le temps est important, donc c'est vrai qu'aller trop vite, d'abord on peut le payer parce qu'on se retrouve à courir tout seul devant, et puis si on veut agir sur transformer les comportements, les façons de fonctionner du corps social, ça prend du temps. Bon, donc ça c'est peut-être un peu la limite de mon profil. Et puis par contre pour la création et le développement d'une entreprise, c'est sûr que mon entreprise elle représente ce que je suis aujourd'hui. C'est une espèce d'organisme en développement. Donc moi tant que ça ne se développe pas, pour moi il y a un problème. Si ça stagne, c'est quelque chose qui est pas normal pour moi. Voilà, on va dire ça comme ça. Impatient. Oui, sans doute. Mais bon, là, le temps passe, hein, et donc faut que je me dépêche. J'ai encore plein de choses à faire. 60 ans, c'est le bel âge. Et quelles sont les valeurs sur lesquelles tu t'appuies pour faire tout ça? Qu'est-ce qui est important pour toi en valeurs humaines? Alors déjà, c'est j'allais dire l'authenticité. Alors c'est peut-être un bien grand mot, mais c'est en tout cas d'essayer d'être en phase entre ce que je peux faire et ce que je peux dire. Alors c'est pas toujours facile, surtout dans ces métiers où l'humain, où la parole est compliquée à manipuler, où il y a souvent aussi plusieurs couches, plusieurs épaisseurs, hein, dans la communication. Mais je pense que voilà, dans la pratique de mon métier, d'ailleurs je l'ai mis dans les valeurs de l'entreprise, hein, c'est le fait d'être authentique dans la façon de présenter des services ou des conseils, d'y mettre du sien, de mettre de soi dedans. Et donc c'est cette incarnation du conseil. D'ailleurs, on est quand même dans les ressources humaines, hein, c'est important. Et je dis tout le temps à mes consultants, par exemple, vous proposez autant vos services que vous-même. La confiance, elle s'instaure parce que vous allez pouvoir proposer, mais aussi par la personne que vous êtes. Donc moi, je suis très sensible à ça, à la personne que j'ai en face de moi, que ce soit un client, un partenaire, une consultante ou un franchisé. C'est d'abord cette relation interpersonnelle qui est importante pour moi. Donc tout ce que j'ai construit jusqu'à présent, ça a toujours été sur d'abord se mettre d'accord entre individus. On se tape dans la main, puis après on signe des contrats parce que le juridique suit, mais cette première phase pour moi est importante. Donc il y a quand même un pacte moral. Oui, et d'ailleurs j'ai eu quelques contre-exemples dans le cadre de partenariats que j'ai eu avec certains partenaires ou franchisés, où finalement c'est ça qui est revenu à la surface au bout de quelques temps, c'était qu'on n'était pas d'accord sur les fondamentaux, sur comment on voulait faire ce métier. Et du coup, pour moi, c'est rédhibitoire. C'est-à-dire que je peux pas vivre avec ça. Donc, là, dans la plupart des cas, on a arrêté de travailler ensemble parce que pour moi, c'était insoutenable. Après, bon, les autres valeurs, j'allais dire que c'est pour moi important. D'ailleurs, c'est comme ça que le réseau que j'ai monté a été construit. C'est la notion de proximité. C'est-à-dire que je crois que la vérité, elle est sur le terrain. Et chaque terrain étant par définition différent. Il faut trouver des profils de personnes pour intervenir différentes et puis des solutions qui sont différentes. Alors ça aussi c'est compliqué à gérer, ça veut dire aussi qu'il faut prendre en compte l'interculturalité, la spécificité des territoires, mais ça c'est le travail des gens qui sont sur le territoire. Et ça pose d'ailleurs la question de qu'est-ce qui est universel dans le métier qu'on fait, hein. Est-ce qu'il y a des pratiques universelles qui marchent partout? Et qu'est-ce qu'il y a de spécifique? Et en fait, quand on regarde bien, il y a un petit peu d'universel, mais il y a beaucoup de spécifique. Et c'est pour ça que c'est la limite d'ailleurs de mon modèle, c'est que on ne peut le dupliquer que en s'appuyant sur des personnes qui, elles, apportent aussi cette spécificité en disant, attendez, là votre truc ça marche, mais il va falloir l'adapter à notre réalité.
Et ça, c'est passionnant en fait. Donc cette valeur-là qui est de s'adosser sur des grands principes, mais très rapidement de se dire comment on va pouvoir l'adapter et de pas se perdre derrière la solution miracle. Et c'est très important ce que tu viens de dire, parce que souvent on veut calquer des choses qui sont faites en pensant que ça va fonctionner, alors que finalement non, ça fonctionne pas, parce que c'est pas les mêmes personnes, c'est pas le même environnement, c'est pas la même culture, et c'est important d'entendre ça aussi. Oui, et d'ailleurs, cette notion de calquer est très importante, parce que derrière ça, qu'est-ce qu'on entend? On entend les catégories. Et donc on a tendance forcément à catégoriser, à se dire, ah mais ça, par analogie, je me souviens de cette situation, donc ça va marcher dans ce contexte, donc je vais le dupliquer dans ce contexte-là. Et tapis dans l'ombre, pas très loin, derrière cette analogie, il y a le préjugé. Hein. Et très rapidement, c'est dire, bah oui, mais bon, de toute façon, au vu de la situation, au vu de cette personne, j'ai déjà mon idée. Et pour le coup, dans le domaine du management des ressources humaines, c'est là où ça commence à se gâter, parce que chaque situation est différente, chaque cas est particulier. Il faut trouver des solutions. Et c'est ça qui est passionnant, parce qu'en fait, c'est passionnant. Et c'est inquiétant, parce qu'on se dit, mais mince, est-ce que je vais y arriver cette fois-ci? Même si j'ai réussi les fois précédentes, ça ne garantit pas qu'on y arrive cette fois-ci. Les conflits sociaux de 2009 ont impacté le modèle économique que tu avais mis en place? Ah oui, ça a très impacté, dans le sens où on est passé proche de la fermeture de l'entreprise. Je parle en particulier aux Antilles. Bon, un peu moins sur les autres régions. Alors déjà, d'où l'importance de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. C'était aussi la vertu de ce modèle, c'est de se dire, bah, ce qui peut ne pas marcher à un moment donné à un endroit peut être compensé par des réussites ailleurs. Mais c'est vrai que en 2009, en plus, c'était une situation un peu particulière, parce que moi-même, j'étais un peu éloigné de la Martinique pour des raisons personnelles, pour les études de mes enfants, de nos enfants, et donc à chaque fois que je revenais, une fois par mois à peu près en Martinique, soutenir les équipes qui étaient en place, c'était compliqué, on va dire. C'était compliqué, d'abord parce qu'il n'y a pas d'activité, et il y avait une grosse incertitude. Donc forcément, la question de la pérennité, de la continuité de l'activité s'est posée. Bon, c'est justement parce que on avait la possibilité de résister en fait à ce contexte adverse, parce qu'on avait d'autres activités ailleurs, qu'on a passé le cap. Mais si on avait été un cabinet uniquement basé sur la Martinique et la Guadeloupe, sans doute que j'aurais jeté l'éponge. Donc en 2012, Alizé RH ouvre une agence au Québec aussi. Oui. Et il y a d'autres agences qui ont ouvert dernièrement d'ailleurs. Oui, sur le monde francophone. Alors ça, c'est un changement de paradigme aussi. Alors, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que la limite, en fait, elle se trouve dans la tête. Quand moi j'ai développé Alizé RH, au début, c'était l'outre-mer français. Ça me paraissait un périmètre, une membrane là tout à fait homogène, en me disant bah l'intérieur c'est voilà, ça c'est logique, et puis l'extérieur c'est l'inconnu, on sait pas trop ce qu'on pourrait y faire, donc on va pas y aller. Et puis en fait je me suis dit mais cette limite là elle est pas naturelle forcément, elle est peut-être simplement pensée, et donc je me suis dit bah je vais tester. Est-ce que l'image tropicale, exotique d'Alizé RH, déjà dans le mot et dans le terme, est-ce que c'est exportable dans le monde septentrional? Donc il y a un bon test à faire. Alors toujours le monde francophone, puisque c'est le terrain de jeu. Et bah, on va tenter le coup sur le Québec, et puis on verra bien. Ils vont certainement me rigoler au nez, non, en disant mais c'est qui ces gens-là qui viennent nous dire comment il faut faire les ressources humaines au Québec, sachant qu'au Québec ils sont très en avance sur les questions du management des ressources humaines. Donc le défi était de taille. Et puis finalement j'ai trouvé un partenaire, on a développé, ça a très bien démarré, et donc du coup ça a fait comme une espèce ça m'a décomplexé en fait, en disant mais si c'est possible le Québec, vers tous les possibles. Bah oui. Alors on garde le dénominateur commun qui est
un pays ou un territoire où la langue française est la langue habituelle et on voit ce que ça donne. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a des déclics à certains moments. C'est se dire, quand on passe ces déclics, après le champ des possibles est ouvert. Et alors, une fois qu'on a fait le monde francophone, après c'est l'Afrique bien sûr parce qu'il y a un très fort potentiel dans ces zones. Et pour finir là-dessus, le deuxième déclic, il a été sur le numérique. Puisque les territoires francophones, tous les considérer, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Et en fait, la notion, c'est le territoire numérique, c'est un autre territoire. Et on a transformé à ce moment-là toutes nos prestations, qui étaient des prestations concrètes, matérielles, en présentiel, que ce soit le recrutement, la formation ou le conseil, et de les transformer en étant des prestations distancielles, parce que en passant sur le champ du numérique. Et ça, c'est une nouvelle transformation. C'est comme si on avait changé un nouveau périmètre au monde francophone, mais avec un versant numérique. Et comment tu accompagnes tes franchisés ? Alors, c'est important ça comme question parce que souvent on se dit mais comment le modèle peut fonctionner ? L'accompagnement, il est sur 2 points. Il est sur le fait que ce franchisé ou cette franchisée doit elle-même être entrepreneur, parce que sinon ça marche pas. Il faut que cette personne elle ait envie de développer une activité, qu'elle connaisse son territoire et qu'elle ait cet esprit entrepreneurial. Mais moi, ce que j'apporte à ce moment-là, c'est déjà la notoriété de la marque qui lui permet à cette personne d'ouvrir des portes qu'elle ne pourrait pas ouvrir elle-même toute seule en tant que primo créateur d'entreprise. Et deuxièmement, c'est d'apporter un savoir-faire, puisque moi par le sang et la sueur, j'allais dire, que j'ai développé moi-même pendant 20 ans, c'est dire, je vous fais gagner ce temps-là. Donc, c'est même pas la peine de trop vous fatiguer, je vous apporte le package clé en main. Mais ça a une valeur, parce qu'en fait, ça fait gagner énormément de temps. Donc, en fait, la promesse de vente pour le franchisé, c'est de lui dire, moi, je vous accompagne pour que vous développiez plus vite votre activité que si vous le faisiez tout seul ou toute seule. Si vous pensez que c'est pas le cas, faut pas qu'on le fasse ensemble. Mais par contre, si vous pensez que vous pouvez avoir besoin de développer plus vite que vous ne le feriez tout seul, faisons-le ensemble. Et du coup, moi, comme je dis à ce moment-là, votre réussite en tant que franchisé, c'est ma réussite, puisque une partie de ce que vous allez produire comme richesse, vous allez me la rétrocéder dans le cadre du contrat de partenariat. Donc, pour moi, je me sens solidaire, et c'est ça qui fait mon engagement, c'est que moi, j'ai intérêt à ce qu'ils réussissent. Et eux, du coup, ils se disent, il y a quelqu'un qui les accompagne. Donc l'accompagnement, il est vraiment la première année, les 2 premières années très fort. D'abord parce que j'adore ça, et puis parce que je suis convaincu que leur réussite, c'est ma réussite. Donc ça implique quand même d'être présent, de nombreux voyages, d'être souvent hors de la Martinique. C'est vrai que ça, il faut considérer que si on n'aime pas voyager, prendre l'avion, aller à l'hôtel, se déplacer énormément, passer du temps dans les aéroports, c'est sûr que c'est pas une sinécure. Mais pour moi, ça fait partie du modèle, et on en revient au mode de fonctionnement personnel. Pour moi, c'est ma façon d'être. Ça va dans le sens du défricheur, du développeur, et je peux pas ne défricher que mon carré de jardin. C'est trop limitant pour moi. Donc ce modèle international, pour moi, il me donne un terrain de jeu qui me convient. Après, il y a des contreparties. Et donc, je compense parfois le manque de temps que je peux passer avec mes proches, en essayant de le compenser par l'intensité. Mais bon, ça, c'est très subjectif comme perception. Tout à fait. Mais en plus de cela, tu prends du temps. Alors, je crois savoir que, justement, malgré un planning chargé, tu donnes de ton temps en intervenant auprès des étudiants Vatel. Oui, depuis peu. C'est ça. Mais à quel moment tu trouves le temps, en fait, de te poser, de te ressourcer et... Mais il y a 24 heures, c'est très long. Et puis on parlait à l'instant du temps de transport, mais quand on est dans un avion ou dans un train ou dans une chambre d'hôtel le soir, ça laisse le temps de penser, de réfléchir. Donc ça, ce sont des moments propices à... De penser, réfléchir ou de lire ? De lire ou d'écrire ou de faire autre chose. Mais
En fait, c'est une question de segmentation. Ce qui est important pour moi, c'est de ne pas voir les choses de façon linéaire et de se dire, il y a des moments où on peut faire différentes choses. Et puis après, on fait de la place. C'est comme de se dire qu'on n'a pas le temps de faire du sport, ce que je me dis souvent. C'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on a choisi de gérer son temps et de gérer ses priorités. Donc, à un moment donné, quand on se dit, par exemple, prodiguer des cours à des étudiants, des jeunes étudiants de Vatel ou de l'EGC ou d'autres, eh bien, est-ce que c'est important? Et si c'est important, on fait un peu de place et on dégage son agenda pour le faire de cette façon. Mmh. Yannick, on arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu as un dernier mot, en fait, à nous dire? Est-ce que tu as de nouveaux projets en tête? Est-ce que tu as des... Je crois savoir, en fait. Mon petit doigt m'a dit des choses, mais... Des projets, oui, j'en ai. Alors, c'est des projets qui sont encore à l'état embryonnaire, donc je ne veux pas forcément en parler, parce que il y a toujours un peu la petite angoisse de dire, ouais, mais si j'en parle après, et si ça se fait pas, j'aurais dû me taire. Donc, en tout cas, j'ai des projets de continuer à développer des nouveaux concepts, parce que ça, c'est dans ma nature, des nouveaux services, on va dire. En plus, c'est ça que je trouve intéressant, c'est de dire, bon, voilà, on faisait les choses d'une certaine façon, maintenant, comment est-ce qu'on peut les faire de façon différente pour rendre compte d'une nouvelle réalité? On voit bien, là, depuis quelques mois, on est passé dans des nouveaux modes de relations dans les entreprises. Ça nous oblige à nous repenser, nous aussi. Donc, des nouveaux concepts, peut-être aussi de prendre un petit peu de recul par rapport à mes pratiques et de voir comment je peux transmettre ça de façon différente. Voilà, si je le dis comme ça, j'en ai dit un petit peu, pas trop, et je pense que ça donne quelques pistes de réflexion, mais en tout cas, j'ai quelques sujets de réflexion pour mes temps morts. Donc on attendra la suite au prochain numéro. En tout cas, merci beaucoup Yannick pour ton témoignage et à très vite. Je te remercie.